Mesdames et messieurs, très heureuse de vous accueillir sur le plateau de Télé Djibouti pour votre nouvelle édition de ce 15h. Nous verrons donc lors de cette édition, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence Palma Guilé, qui a présidé la première séance de cette nouvelle année, coordination et diplomatie entre l'Arabie Saoudite et les compagnies aériennes saoudiennes s'apprêtent à lancer des vols en direct vers Mogadiscio. Bonjour et bienvenue pour votre édition de 15h. Sous la présidence de son Excellence Ismaël Marguelé, s'est tenu ce mardi 13 janvier 2026 le premier conseil des ministres de cette nouvelle année. A été examiné et approuvé plusieurs projets de loi. Je vous propose, pour plus de détails, de suivre le compte-rendu du porte-parole du gouvernement ainsi que le ministre des Affaires étrangères pour son compte-rendu. Sous la présidence de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 13 janvier 2026 la première séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Ministère des Infrastructures et de l'Équipement, projet de décret portant affiliation exceptionnelle des personnes de la garde-côte à la CMR. Le projet de décret a pour objet d'instaurer à titre exceptionnel l'affiliation des personnels de la garde-côte à la Caisse militaire des retraites CMR afin d'adapter leur régime de protection sociale aux exigences spécifiques de leur mission. La garde-côte exerce des fonctions stratégiques essentielles à la protection des espaces maritimes nationaux, à la lutte contre les activités illicites en mer et à la sécurisation des voies de navigation. Le projet de décret vise ainsi à aligner les cadres réglementaires sur la réalité opérationnelle de la garde-côte, à garantir l'égalité des traitements entre agents accomplissant des missions de même nature et à assurer la soutenabilité financière du dispositif par une régularisation encadrée des cotisations sociales. Deuxième question, ministère de la Jeunesse et de la Culture. Projet de décret portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale du patrimoine culturel. Le présent projet de décret vise à mettre en place la Commission nationale du patrimoine culturel en tant qu'organe consultatif permanent auprès du ministère en charge de la culture, conformément aux dispositions de la loi numéro 208 AN 25 9e législature du 29 novembre 2025 relative à la protection du patrimoine culturel national. Troisième question. Projet de décret fixant les modalités d'inventaire, d'inscription, de classement et de déclassement des biens culturels. Le présent projet de décret vise à assurer la mise en œuvre de la loi numéro 208 AN 25 9e législature du 29 décembre 2025 relative à la protection des biens culturels. Cette loi définit les principes relatifs à l'inventaire, à l'inscription, au classement et au déclassement des biens présentant un intérêt patrimonial. Quatrième question, projet de décret portant classement des sites d'art rupestre d'Abourma au patrimoine culturel national. Le patrimoine culturel national est un pilier essentiel de l'identité et de la mémoire collective et sa protection relève de l'État. Les sites d'art rupestre d'Abourma, situés dans la région des Tadjoura, figurent parmi les ensembles rupestres les plus remarquables de la Corne de l'Afrique. Ils se distinguent par la richesse et l'excellent état de conservation de plus de 937 panneaux de gravures retraçant l'évolution des sociétés humaines. En raison de sa valeur archéologique, historique, artistique et scientifique, le site d'Abourma est officiellement reconnu et protégé en tant que patrimoine culturel national. Cinquième question, ministère des Infrastructures et de l'Équipement. Projet d'arrêté, approbation du budget prévisionnel de l'Agence nationale de météorologie pour l'exercice 2026. Le budget prévisionnel 2026 de l'ANM est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à 226 624 966 francs Djibouti. Sixième question, ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme. Projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'École nationale des études judiciaires pour l'exercice 2026. Le budget prévisionnel de l'ENEJ
pour l'exercice 2026 est arrêté en recette à 126 817 350 francs Djibouti et en dépenses à 126 817 350 francs Djibouti. Septième question, ministère de la Communication, chargé des postes et des télécommunications. Projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel de la Poste de Djibouti pour l'exercice 2026. Le budget provisionnel 2026 de la Poste de Djibouti s'établit à 685,1 millions de francs Djibouti, tant en recettes qu'en dépenses, et reste proche de celui de 2025. Ministère du Commerce et du Tourisme, huitième question. Projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'Agence nationale des normes et de la qualité ADN pour l'exercice 2026. Le budget provisionnel 2026 de l'ADN s'élève en équilibre et en recettes et en dépenses à 134,9 millions de francs Djibouti. Sans transition, voici la deuxième partie de ce Conseil du ministre pour son compte rendu. Neuvième question, ministère du Budget. Projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit du ministère de l'Intérieur. Le projet d'arrêté a pour objet l'affectation au profit du ministère de l'Intérieur d'une parcelle de terrain de 29 953 mètres carrés à Damerjoug. Cette parcelle de terrain est mise à la disposition de l'Office des voiries de Djibouti et destinée à la mise en place d'une zone de fourrière au profit de l'Office des voiries de Djibouti. Dixième question. Projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle à Nagad au profit de la Société djiboutienne de viabilisation et de construction. Le projet d'arrêté a pour objet l'attribution d'une parcelle de terrain d'une superficie de 16,84 hectares située à Nagad au profit de la Société djiboutienne de viabilisation et de construction. Cette parcelle est destinée à accueillir un projet immobilier dans cette zone de lotissement. En communication, le président de la République, chef du gouvernement, a demandé à la ministre de la Jeunesse d'accélérer l'ouverture du musée de la gare, ancienne gare de Djibouti, située au plateau de Serpent. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, a fait une communication sur la visite officielle de son Excellence le Dr Abiy Ahmed Ali, Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie en République de Djibouti le 11 janvier 2026. Cette visite a été marquée par des échanges de haut niveau ayant permis d'évoquer les solides liens d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays ainsi que leurs peuples, frères et voisins. Le Premier ministre a fait une communication relative à la restructuration des établissements publics administratifs EPA dans le cadre de la phase 2 de la réforme engagée par le gouvernement. Merci. Voilà pour le compte-rendu régional à présent. Le ministre somalien des Affaires étrangères et son homologue chinois réaffirment la solidité de leur partenariat stratégique dans les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale de la République fédérale de la Somalie, Abdesalaman Abdi Ali, s'est entretenu au téléphone avec M. Wang Yi, ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, membre du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois. Au cours de cet échange, les deux parties ont réaffirmé la solidité des partenariats stratégiques entre la Somalie et la Chine, ainsi que leur soutien mutuel à des intérêts fondamentaux et aux progrès réalisés dans des relations bilatérales qui sont convenus de se renforcer dans la confiance politique et l'approfondissement des coopérations pragmatiques, tout en réitérant leur engagement commun en faveur de la souveraineté et de l'unité nationale et les principes de non-ingérence des affaires internes d'un pays. La partie chinoise de nouveau fait exprimer son soutien total et à l'intégrité de la Somalie, soulignant ainsi que la Somaliland fait partie intégrante et indivisible de la République fédérale de la Somalie. De son côté, la Somalie réaffirme son soutien ferme au principe d'une seule Chine, à tous les efforts de la Chine en faveur de la réunification nationale, ainsi que la validité des résolutions 2758 de l'Assemblée générale des Nations unies. Les deux ministres ont également examiné les
voies et moyens d'élargir les coopérations entre les domaines commerciaux à l'aide d'un développement et d'échanges entre les peuples et les coordinations au sein des organisations internationales, ainsi que les promotions de paix et de développement de la région de la Corne de l'Afrique. En conclusion, les deux parties ont souligné que les deux États doivent respecter les principes fondamentaux énoncés dans la Charte des Nations Unies et le droit international, rejetant ainsi la menace ou l'usage de la force dans les relations internationales, ainsi s'opposer aux mesures de coercitif et aux pratiques d'intimidation portant atteinte à la souveraineté des autres pays. En Somalie toujours, la compagnie aérienne nationale saoudienne Saudia Airlines s'apprête à inaugurer prochainement des vols directs vers la capitale somalienne, à Mogadiscio, dans le cadre des efforts du Royaume d'Arabie Saoudite visant à renforcer les relations et les partenariats qui lient les deux pays. Les autorités générales de l'aviation civile de l'Arabie Saoudite travaillent actuellement dans la finalisation des procédures nécessaires pour le lancement des vols reliant Riyad à Mogadiscio ou éventuellement à Jeddah, donc de Jeddah à Mogadiscio. À cet égard, le directeur de l'autorité somalienne de l'aviation civile, Ahmed Maalim Hassan, a indiqué dans une interlocution que les responsables saoudiens de l'aviation civile ont effectué une évaluation technique de l'aéroport international Aden Adé de Mogadiscio et ont confirmé sa capacité à accueillir les avions Saudia Airlines. Les responsables somaliens ont également précisé que la compagnie commencera ses opérations à Mogadiscio dans un avenir proche, sans toutefois fixer de date précise. Selon les informations concordantes, le Royaume d'Arabie Saoudite souhaite ainsi accélérer le lancement de ces vols directs afin de faciliter les déplacements des citoyens des deux pays sans transit ni escale dans d'autres pays. Le lancement de vols directs de Riyad à Mogadiscio ou de Somalie à Riyad comme une étape importante dans le renforcement des relations économiques, commerciales et de soutenir ainsi les déplacements liés au pèlerinage ou la Umrah et dynamiser ainsi les échanges humains et touristiques entre les deux États. Énergie verte, cette fois-ci, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, a participé à Abu Dhabi à la 16e assemblée de l'IRNA. Le ministre a pris part hier à des dialogues ministériels de haut niveau réunissant des pays membres de l'organisation, des échanges qui ont porté notamment sur les enjeux de l'industrialisation verte, les impacts de l'intelligence artificielle et sur le développement de l'énergie renouvelable, ainsi que les synergies entre les énergies propres et le système agroalimentaire. Dans le prolongement de ces travaux, le responsable djiboutien a également participé à la 2e réunion ministérielle du forum de APRA, ainsi que un partenariat accéléré dans l'énergie renouvelable en Afrique. Cette rencontre qui a permis d'évaluer le progrès réalisé dans les 10 pays membres de ce partenariat qui donc impulse à un levier susceptible d'amplifier son impact et d'examiner ainsi un moyen d'accélérer les transitions énergétiques sur le continent africain. Ainsi donc, Younis Ali Guedi a échangé avec ses homologues sur les procédures de passer à cette énergie verte, ainsi que l'amélioration durable des conditions de vie de la communauté locale. Enfin, à la rencontre avec le CEO du GH2, qui a permis de réaffirmer la volonté commune de redynamiser la coopération existante entre le domaine de développement hydrogène verte en vue de créer des nouvelles opportunités d'industrialisation, ainsi de créer une richesse et d'emploi à Djibouti. Sécurité, donc dans le cadre des suivis réguliers des unités de forces armées djiboutiennes, le chef d'état-major général des armées, Zekria Cherebrahim, a effectué une inspection de terrain à la caserne militaire de la Kassal. Cette visite qui s'inscrit dans la volonté de l'État, du chef d'état-major des forces armées djiboutiennes à maintenir le contact direct avec les unités déployées, d'apprécier leur organisation générale et d'assurer la bonne exécution des missions qui leur sont confiées.
calankiyo arladu kiyayirkanayeen Au cours de cette inspection, le CEMGA a pris connaissance de la situation générale de la cargaison, de son environnement humain et de son rôle au sein des zones du lac Assal. Il a également salué l'engagement des personnels de leur discipline ainsi que leur capacité d'adaptation aux réalités du terrain dans un esprit de professionnalisme et de cohésion. La visite a également permis d'échanger sur les actions menées au profit de la population environnante, notamment dans les domaines socio-éducatifs, illustrant l'ancrage de l'armée au sein de son environnement et de son stabilisateur. Ainsi, sur le plan opérationnel, le CMGA a constaté le bon niveau d'organisation de l'unité, de la conduite régulière des manœuvres et des activités de formation, ainsi que la disponibilité des personnels à répondre aux orientations et aux commandements. Ainsi, à l'issue de cette inspection, le CMGA a encouragé les cadres et les militaires de haut rang à poursuivre leurs efforts tout en réaffirmant ainsi l'importance d'accorder au renforcement progressif de la capacité et aux formations et de consolider la consolidation des infrastructures dans une vision globale de modernisation des forces armées djiboutiennes. Dans la page éducative, sous l'égide conjointe du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'Université de Djibouti à travers le laboratoire analyse et modélisation et optimisation en partenariat avec l'association Adamat, s'est tenue lundi 12 la phase de sélection de l'Olympiade nationale de mathématiques 2026, organisée simultanément sur 4 sites dans la capitale ainsi que dans les 5 régions de l'intérieur. L'Olympiade nationale de mathématiques a mobilisé près de 5000 élèves, collégiens, lycéens, environ 600 étudiants de l'Université de Djibouti. Cette mobilisation nationale illustre et ambitionne l'ambition commune de démocratiser l'accès à l'excellence et la consolidation sur tout le territoire, une véritable culture scientifique. Au-delà de la compétition, les mathématiques constituent également un outil stratégique pour le pays. Elles forment à la rigueur, à l'esprit critique, ainsi qu'à la prise de décisions fondées sur les données. Elles sont au cœur du métier d'aujourd'hui, telles que le numérique, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'ingénierie, la logistique portuaire, l'économie, l'énergie, la gestion de l'eau, la santé et la planification. À travers l'Olympiade nationale des mathématiques, le MEPFOB et l'Université de Djibouti renforcent conjointement ainsi les compétences qu'ils soutiennent dans l'innovation et la performance du leadership scientifique au niveau national. Pour chaque niveau, les candidats ont composé sur des épreuves exigeantes, élaborées selon des standards académiques rigoureux, évaluant la qualité et le raisonnement des maîtrises de la logique, des mathématiques, de l'aptitude à résoudre des problèmes complexes. À l'issue de cette phase de sélection, les participants concourant pour accéder à la phase finale prévue le 1er février 2026, chaque région et chaque commune de la capitale sera représentée lors de cette finale nationale. Par cette initiative, le MEPFOB et l'Université de Djibouti, à travers le laboratoire d'analyse de modélisation et d'optimisation de l'association Adamat, réaffirment leur engagement commun en faveur du développement du capital humain, de l'excellence académique et du rayonnement scientifique de la République de Djibouti. Ainsi, les gardes-côtes ont effectué aujourd'hui une cérémonie officielle d'ouverture de formation personnelle de la garde-côte djiboutienne, initiative qui est organisée en partenariat avec la Fondation Marif, sous le haut patronage de l'ambassade de la République de la Turquie à Djibouti. Destinée à 30 officiers et sous-officiers, cette formation s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités humaines et opérationnelle de la garde-côte djiboutienne. La cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée en présence de M. Erdal Sabri Ergen, ambassadeur de la République de la Turquie à Djibouti, et du colonel Waïs Marbouri, commandant de la garde-côte djiboutienne, des représentants de la Fondation Marif, ainsi que plusieurs cadres et officiers de la garde-côte. Dans son allocution, le colonel a salué cette initiative répondant aux besoins concrets et opérationnels. Il a également souligné que dans le domaine maritime, la capacité de communiquer efficacement et sans intermédiaire constitue un atout déterminant dans la poursuite des missions
et des renforcements de coopération internationale et de protection des espaces maritimes nationaux et régionaux. Pour sa part, l'ambassadeur de la Turquie a mis en avant l'importance de cette formation linguistique qu'il a qualifiée de symbole fort de l'excellente relation qui lie Djibouti à la République de la Turquie. Il a réaffirmé l'engagement de son pays en faveur du développement des compétences humaines en matière de stratégie liée à la sécurité et à la stabilité régionale. Ainsi, la cérémonie qui s'est déroulée dans une atmosphère conviviale et empreinte de partenariat, traduisant la volonté commune de consolider durablement la coopération entre les deux parties. À l'issue de la cérémonie, M. Erdel Sabri Egen, accompagné du colonel Wassem Al-Borouri, a effectué des visites de la salle de cours dédiée à cette formation, visite qui a permis de constater le démarrage effectif de la première phase d'échange brièvement avec les stagiaires et les instructeurs et de saluer leur engagement dès le lancement de ce programme. À poursuivre notre travail avec rigueur et sérieux et à œuvrer continuellement à l'amélioration de la qualité et l'enseignement dispensé. Chères autorités, je vous remercie une fois de plus pour la confiance que vous nous avez accordée. Merci beaucoup. Chers enseignants, chers apprenants, je vous souhaite plein de succès pour cette belle initiative. Voici les expressions de l'ambassadeur de la Turquie auprès de Djibouti. C'est un réel honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour l'occasion du lancement du cours de langue turque mis en œuvre dans le cadre de la coopération entre la Fondation Maarif et la garde-côte de la République de Djibouti. Les relations entre la Turquie et Djibouti connaissent un excellent niveau, fondé sur l'amitié, la confiance et une coopération multiforme. Dans ce contexte très positif, la communication directe et le contact humain jouent un rôle essentiel. La langue n'est pas seulement un moyen d'expression, elle est un vecteur de compréhension et de rapprochement et de coopération durable entre les institutions et les peuples. Il faut souligner que nous reconnaissons la garde côtière de Djibouti comme un corps spécial et distingué, extrêmement professionnel et efficace dans leur tâche de faire face à de multiples défis sécuritaires propres à cette région qui a une valeur stratégique globale. Nous espérons que ce programme de formation va contribuer à renforcer les liens entre Turquie et Djibouti, non seulement à travers le partage linguistique et culturel, mais aussi dans l'avenir pour des échanges professionnels. Ce programme de langue turque, en combinaison avec des programmes de formation professionnelle sophistiqués en Turquie, Inch'Allah, va fournir aux gardes-côtes les moyens additionnels pour s'acquitter encore mieux de son rôle de pilier dans la lutte contre la piraterie maritime et le terrorisme et la sécurisation des voies stratégiques de navigation dans les détroits de Bab el-Mandeb et de la mer Rouge. Et pour clôturer les discours officiels, le commandant de la garde-côte djiboutienne, Wassem Al-Borouri, a souligné l'importance d'apprendre une langue. C'est avec un grand bonheur et un réel enthousiasme que je me tiens devant vous cet après-midi pour inaugurer cette formation linguistique en langue turque. Une initiative qui marque une étape significative dans le développement des compétences de notre personnel. La décision de lancer cette formation n'est pas anodine, il s'inscrit dans la vision stratégique claire, renforcer nos capacités opérationnelles et approfondir nos relations de coopération internationale et surtout les pays frères et amis en Turquie. La maîtrise de la langue turque
offrira de nouvelles perspectives dans un échange avec nos homologues turcs et enrichit considérablement notre efficacité dans la mission commune que nous menons ensemble. Dans le domaine maritime, où la communication rapide et précise peut faire la différence entre le succès et l'échec d'une opération, où chaque mot compte lors d'une intervention en mer, la capacité de communiquer directement sans intervention représente un atout inestimable. Cette formation vous donnera les outils linguistiques nécessaires pour exceller dans nos missions et renforcer nos capacités et liens de confiance et de communication avec nos partenaires turcs. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je tiens à saluer votre engagement personnel dans cette démarche. Et nous partons à l'ICV dans le cadre d'une mission de régulation des marchés intérieurs, de la protection des consommateurs. La direction du commerce intérieur du ministère du Commerce et du Tourisme ont mené des activités de sensibilisation à l'intention des opérateurs économiques de la région d'Ali-CBA dans la journée du 6 janvier 2026. L'objectif de cette rencontre étant de sensibiliser les opérateurs économiques de la place aux dispositions de la loi 28 de l'année 2008, sixième ligne relative à la protection des consommateurs, et de rappeler les obligations liées à l'exercice de leur activité, notamment en ce qui concerne l'affichage des prix, les délivrances obligatoires des factures et des reçus conformément au Code du commerce. Cette réunion qui a également avait pour objectif de renforcer la lutte contre les hausses des prix illicites ou des produits alimentaires de première nécessité et de prévenir des risques liés à la mise en vente des produits périmés. Enfin, les responsables profitent de cette occasion pour lancer un appel à tous les opérateurs économiques pour se conformer aux prix homologués par le ministère du Commerce, tout en affirmant que toute pratique d'inflammation ne sera plus tolérée car elle nuise au pouvoir d'achat des ménages djiboutiens. Pour plus de détails, je vous propose de suivre le directeur du commerce, M. Abdi Farah Rayad. politique de commerce intérieur. Ainsi, hier, dans la journée d'un grand rassemblement religieux, s'est clôturé dimanche dernier, comme chaque année, sur le site de PK23, dans une atmosphère calme et sécurisée et parfaitement maîtrisée. La gendarmerie nationale mobilisée dans l'ensemble de ses composantes a assuré un accompagnement complet et rigoureux de cet événement d'envergure internationale. Le dispositif déployé comprenait notamment l'escadron de sécurité routière, le service de santé, le groupement mobile ainsi que le groupement judiciaire. Grâce à une coordination efficace et anticipée, aucune anomalie majeure n'a été signalée, permettant de garantir à la fois la sécurité des participants et la fluidité des circulations tout au long de cette manifestation religieuse. Au total, 3000 véhicules et près de 45 000 personnes, dont des ressortissants étrangers venus de 13 pays, ont été canalisés avec succès depuis le site de rassemblement. La mobilisation exemplaire des gendarmes djiboutiens et des équipes logistiques ont permis de prévenir de tout incident et d'assurer ainsi un encadrement strict et permanent de cet événement. Dans son ensemble, le rassemblement religieux dit Ijtima' s'est déroulé dans un calme et une sérénité, et le recueillement illustrant ainsi à la fois le professionnalisme des autorités et la discipline des participants. Et nous allons à Tadjoura pour une tragédie routière qui a endeuillé la région de Tadjoura. Hier, au milieu d'après-midi, la route de la sous-région de Randa, à quelques kilomètres seulement de la localité de Boli,
Le bilan, qui est encore provisoire mais d'une extrême gravité, fait état de 4 personnes décédées sur le coup et plusieurs blessés, dont certains dans un état critique nécessitant des évacuations sanitaires d'urgence vers la capitale. Face à l'urgence médicale de ce drame qui plonge des familles des victimes de la région de Tadjoura, le préfet de la région de Tadjoura a profondément mobilisé les moyens nécessaires pour détacher donc les victimes vers la capitale. Compte tenu de la gravité de l'état des blessés, les médecins ont ordonné un transfert médicalisé urgent vers le plateau technique de l'hôpital général Pelletier à Djiboutchiville sans délai. Les éléments de la garde côtière a également contribué immobilisé. Une vedette rapide a dépêché de Tadjoura, a dépêché donc les victimes de cet accident vers Djiboutchiville. À leur arrivée, donc, une ambulance attendant la réception des blessés et l'admission immédiate en service de réanimation où une équipe chirurgicale était mobilisée. Cette mobilisation exemplaire des moyens de l'État, de la région jusqu'à la capitale témoigne de la priorité absolue accordée à la sauvegarde des vies humaines. Elle met également donc en lumière la complémentarité essentielle entre les structures médicales, alors que la nouvelle donc, qui se répand à travers tout le pays, la population s'unit à travers des prières pour les victimes. Sport à présent dans le cadre des tournois des annexes RPP, organisés en soutien au président de la République, 2 équipes, à savoir celle de l'annexe Nassibé et celle de Hayablé, qui se sont affrontées lors d'un match hier après-midi au stade Roi Farhad. Ce match houleux, très serré, marqué par des vives disputes, a néanmoins mis en lumière les performances et professionnalisme des 2 équipes. Avant même la fin des premières mi-temps, l'équipe de l'annexe Hayablé a inscrit 2 buts, prenant ainsi l'avantage sur celle de l'annexe du cité Nassibé. Ce tournoi qui avait pour objectif de promouvoir le fair play et la fraternité, l'unité et la cohésion sociale à travers le sport. Les 2 présidents des annexes se sont affrontés lors de ce match en rappelant que la rencontre qui s'est déroulée dans un bon esprit et remerciant ainsi les responsables des partis dont l'organisation a été productive. En nouvelle hors du pays, cette fois-ci, l'autorité municipale israélienne examine un nouveau projet de colonisation illégale à Jérusalem-Est. Les autorités municipales israéliennes à Jérusalem-Est occupées disputent actuellement de plans visant à faire avancer un vaste projet de colonisation à Jérusalem-Est. Occupé, une démarche qui s'inscrit dans la politique israélienne de création de faits accomplis sur le terrain en violation au droit international. Selon les informations disponibles, les projets se prévoient de la construction d'environ 9000 unités de colonisation à proximité du mur de séparation israélien sur les terres où se trouvait autrefois l'aéroport international de Jérusalem avant l'occupation israélienne en 1967. Ce site revêt donc d'une importance stratégique majeure tant sur le plan géostratégique que politique puisqu'il constituait un point de liaison essentiel entre Jérusalem et le reste de la Cisjordanie. Et ce sera tout. Merci à toutes et à tous qui nous suivez sur Télé Djibouti et je vous propose de rester. Les infos continuent.